Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le compte à rebours a commencé pour les hôtels qui n'ont pas encore effectué leurs travaux de mise en sécurité incendie. Ils ont jusqu'à la fin de l'année pour se mettre aux nouvelles normes, mais la tâche s'avère difficile, nous le verrons, pour les petites structures. Les artisans du bâtiment cherchent la relève. 40% d'entre eux partiront à la retraite d'ici 10 ans. Des portes ouvertes ont lieu aujourd'hui et demain en région centre pour attirer les jeunes, mais la profession est optimiste. Ils sont nombreux à être intéressés. Et puis les suites de nos portraits politiques dans le cadre des élections. Ce soir, focus sur lutte ouvrière. Depuis janvier dernier, tous les hôtels de France doivent pouvoir répondre aux nouvelles normes incendie. C'est la conséquence d'un décret d'application issu d'une loi de 2006, une mise aux normes qui s'avère difficile pour les petites structures faute de moyens. Certains ont néanmoins obtenu des dérogations. Ils ont jusqu'à la fin de l'année pour réaliser ces travaux. Après, ils risquent la fermeture sur décision préfectorale. Michael Briffaut. À Château-Lavalière, ce petit hôtel de 15 chambres est tenu depuis l'an 2000 par Catherine et Henri. Ils doivent faire 30 000 € de travaux pour se mettre aux normes, ce qui représente la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Et la plus grosse dépense prévue, c'est changer les portes en bois qui datent de 1890. Les portes sont souvent estimées aux environs de 1 000 €. Et comme nous possédons 15 portes, sans compter les portes auxiliaires, ça nous ferait minimum une dépense de 15 000 €. Henri vient de faire installer une trappe de désenfumage, coût de l'opération 3 000 €. Tous ces investissements sont lourds pour ces petits exploitants hôteliers qui n'ont un taux d'occupation annuel que de 40%. Les modifications sont vraiment invisibles de la clientèle et n'apportent aucun élément de confort. Si on devait dépenser 30 000 € pour mettre des jacuzzis, pour mettre des masseurs ou des appareils savants pour augmenter le confort de l'hôtel, là le client le verrait. Ce que l'on va faire pour la mise aux normes incendie, personne ne le voit, à part le banquier qui lui forcément suit nos résultats de très près parce qu'on est très souvent près du rouge, sinon dans le rouge. Et qu'il faut qu'on trouve des solutions pour s'en sortir. Seule solution pour faire la mise aux normes dans les temps, l'hôtelier va emprunter à la banque. Et pour essayer de faire quelques économies, il réalise lui-même une partie des travaux. Mais pour savoir ce qu'il faut faire ou non, il s'informe souvent auprès de son syndicat de professionnels. Le rôle du syndicat, c'est aussi d'alerter les autorités sur les conséquences financières qui peuvent venir de l'application de nouveaux textes. La mise en danger de professionnels sur des investissements qui seraient trop élevés par rapport à leur activité. L'hôtelier estime qu'il faudra 5 à 6 ans pour amortir son investissement. Henri sait déjà que ses 2 enfants ne souhaitent pas reprendre la suite. D'après l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie, chaque jour en France, un hôtel met la clé sous la porte. C'est désormais officiel, les 44 salariés de l'abattoir de Choux dans le nord du Loir-et-Cher ont reçu leur lettre de licenciement. La société Nouvelle Gauthier qui gère cet abattoir a été placée en liquidation judiciaire vendredi dernier. Le patron est introuvable. L'entreprise avait une dette notamment de près de 250 000 € auprès de l'URSSAF. Reste l'inquiétude des salariés. Une réunion d'urgence doit se tenir le 26 avril au pôle emploi. À Blois, la grève des chauffeurs des bus tubes continue. Demain, de nouvelles perturbations du trafic sont à prévoir entre 7 et 9 h du matin, comme c'était le cas aujourd'hui. Les négociations salariales sont au point mort. Et on en vient à cette opération de la CAPEB, la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Durant 2 jours, elle organise dans les CFA bâtiments de la région centre une campagne de séduction auprès des jeunes. Objectif, susciter des vocations. Il faut dire que près de la moitié des artisans du bâtiment seront à la retraite d'ici 10 ans. Mais au vu de l'intérêt porté à ces métiers, la relève semble assurée. Au CFA bâtiment de Blois, Anaïs Michaud. Pour sa 3e édition, Format Bâti-Centre met l'accent sur la formation. L'objectif est de promouvoir les cursus proposés dans le domaine du bâtiment auprès des personnes en recherche d'emploi, mais aussi de faire découvrir aux apprentis différentes spécialisations. Du coup, des professionnels ont fait le déplacement pour parler de leur métier avec un objectif double. Inciter les artisans à développer leur corps de métier avec une nouvelle casquette, à apporter une plus-value à leur métier, une plus-value de créateur, de décorateur.
repreneurs. L'objectif étant que voilà, ce soit du rapport gagnant-gagnant. Les centres de formation et leurs élèves y trouvent bien sûr leur compte, mais les professionnels aussi, puisqu'ils recherchent leurs futurs collaborateurs ou repreneurs. En effet, selon une étude de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la région Centre, 40% de ces adhérents partiront à la retraite d'ici 10 ans. L'opération séduction a donc toute son importance. Et visiblement, la décoratrice a marqué des points. C'est très intéressant, c'est un complément au niveau formation, une formation qui peut être acquise plus tard. Il y a différentes possibilités, donc bon là après il faut arriver à trouver sa voie, quoi. Pour l'heure, les métiers du bâtiment connaissent un manque de main-d'œuvre qualifiée. Il faut à tout prix former des jeunes pour éviter une carence de 3000 emplois d'ici 2022. Heureusement, le BTP suscite de plus en plus de vocations. Je suis arrivé ici il y a 10 ans, il y avait 600 jeunes, on est à 750, donc on est plutôt dans une dynamique de croissance. En plus, l'objectif c'est d'atteindre 1100 personnes apprenants, apprentis, mais aussi formation continue. Donc non, on n'a pas de soucis de cet ordre-là, et donc c'est plutôt encourageant. La relève est donc sur le point d'être assurée. Si les jeunes désertent de plus en plus les bancs de la fac au profit de formations qualifiantes, c'est justement parce qu'ils savent que les métiers qui recrutent et sont difficilement délocalisables sont à privilégier. Seul reste à convaincre les filles, puisqu'elles ne représentent que 2% des apprentis en bâtiment. Et demain, l'opération se déroulera à Vénier, sur le campus AFPA. Nous vous en parlions hier, une partie d'un balcon à Tours menaçait de s'effondrer rue du Docteur Herpin. Les pompiers ont dû sécuriser les lieux pendant toute la fin d'après-midi. C'est le garde-corps du balcon qui menaçait de tomber du 2e étage. Une entreprise a dû intervenir pour le retirer. Ça a bougé, ça a évolué entre ce matin, entre le point qu'ils ont pu faire les responsables techniques ce matin et en fait en milieu d'après-midi. Il y a eu une évolution au niveau de ce garde-corps en fait qui est amené à partir sur l'extérieur un petit peu et à s'affaisser davantage. On estime environ à 2 tonnes le poids du garde-corps, donc le danger, oui, il y a quand même la protection des personnes et des biens. Quelqu'un qui passe éventuellement à proximité pourrait être sujet à des éclats en fait. Donc nous l'intérêt ici c'est uniquement la mise en sécurité. Propos recueillis hier par Michael Briffaut. En bref, le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Tours et de la base aérienne 705, approuvé par le commissaire enquêteur, après enquête publique qui s'est déroulée du 1er février au 5 mars. Néanmoins, le commissaire enquêteur souligne le manque de dialogue. Les 4 zones que vous voyez à l'antenne ont des conséquences sur les règles d'urbanisme. On en vient à la politique, J-4 avant le premier tour de la présidentielle. Un des enseignements des sondages, c'est la baisse du vote d'extrême gauche. Si bien sûr cela se confirme au moment du scrutin, ce soir on s'intéresse à Lutte ouvrière. Sabrina Meloult. Bonjour, c'est à propos de la candidature de Nathalie Arthaud qui est présente dans ces élections. La tâche n'est pas facile pour les militants de Lutte ouvrière ce matin. À seulement 1% des intentions de vote, Nathalie Arthaud n'est pas la candidate qui convainc le plus de Français. Mais pour les militants, le vote utile est dangereux car il revient à condamner l'expression des petits partis. Le seul vote utile, c'est le vote du premier tour. Et en l'occurrence, pour un travailleur conscient, je pense que le vote utile, c'est le vote pour Nathalie Arthaud, parce que c'est la seule qui défend un programme, qui défendra véritablement les intérêts politiques du monde du travail. Et pourtant, le communisme révolutionnaire de Nathalie Arthaud ne parvient pas à faire décoller son parti. Quant à Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud fustige sa politique. Pour elle, le candidat plutôt bien placé dans les sondages n'est qu'un illusionniste et un ramasse-voix au service du Parti socialiste. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il se situe sur le terrain des élections. Nous, à Lutte ouvrière, avec notre camarade Nathalie Arthaud, nous défendons un programme de lutte pour les travailleurs. Je crois que ça ne changerait rien, si vous voulez. Rien ne peut changer le sort des travailleurs dans le cadre des élections. Les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, elles protègent les financiers, la grande bourgeoisie, etc. Alors les militants de Lutte ouvrière ne se découragent pas et distribuent les tout derniers tracts. Croyez-moi, ni Sarkozy ni pour Hollande, ils sont tous les deux pareils. Tout ce qu'on a pu avoir avant, on est en train de nous dégrader, nous enlever tout ce qu'on avait. Les militants ne s'attendent pas à une grande surprise ce week-end. Aujourd'hui, ils se préparent surtout à l'après-présidentielle.
L'avenir du bateau ivre est-il compromis? La question se pose. Chaotiques sont les négociations entre la Semivit, organisme qui doit racheter la structure, et le collectif OE du bateau qui doit la gérer. Les deux parties ne tombent pas d'accord sur le loyer mais aussi sur les modalités de location de la salle. On en reparle avec notre invitée qui n'est autre qu'Arlette Bosc, la présidente de la Semivit. Rendez-vous donc dans quelques secondes après ce journal. Mais avant de refermer cette édition, je vous communique le résultat des élections à l'Université de Tours. Loïc Vaillant, le président actuel, a toutes les chances d'être réélu le 14 mai prochain puisque sa liste est arrivée en tête. 17 sièges étaient à pourvoir, 14 pour les enseignants, 3 pour le personnel IATO, c'est-à-dire le personnel non enseignant, auquel il faut ajouter les 5 représentants d'étudiants, eux déjà désignés il y a quelque temps. Tous éliront le président. Voilà, on se retrouve tout de suite avec Arlette Bosc. Restez avec nous.